Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo sur un nouveau cours signaux et systèmes. La première partie de ce cours est relative au signal. Le héros de ce chapitre, qui est très bien connu, il s'agit du grand homme, du grand savant, physicien et mathématicien Joseph Fourier, qui a été à l'origine de la notion de série de Fourier et transformée de Fourier, qui a pu résoudre des problèmes très compliqués relatifs à l'équation de la chaleur. Alors, pour vous donner un avant-goût sur ce qu'on va voir, voilà un exemple d'une guitare qui émet de la musique. Eh bien, dans un premier temps, il s'agit d'un signal acoustique. Et puis, il est prélevé par le microphone, il est transformé en signal électrique. Et puis, pour l'envoyer à des destinations lointaines, il est modulé, voilà, et puis transformé en signal électromagnétique. À la destination, eh bien, l'opération inverse, détection de l'onde électromagnétique, transformation en courant électrique et puis transformation en onde sonore. Alors, le signal. C'est quoi le signal? Le signal étant défini comme une fonction d'une ou plusieurs variables indépendantes, f de t, f de tx, f de txy, etc. Il est le support physique d'une information représentative d'un phénomène ou une grandeur physique donnée. Alors, un signal est fait pour être transmis, il peut être bien sûr stocké. Un signal est fait pour être transmis entre divers points par différentes voies. Eh bien, il y a la voie filaire, câble coaxial, la paire parallèle, la paire torsadée, la fibre optique, etc. Ou bien par voie hertzienne. Donc ici, on va voir la technique de transmission par voie filaire. Donc, je rappelle que l'objectif, ce n'est pas de travailler, de expliquer la transmission par voie filaire, c'est beaucoup plus montrer là où opère le signal plutôt que l'opération de transmission. Donc dans cette partie, on va travailler sur la transmission par voie filaire ou bien ce qu'on peut appeler par voie matérielle. Et puis, juste après, on va faire la même chose par voie hertzienne ou bien ce qu'on appelle des fois par support immatériel. Alors donc, voilà, j'ai l'émetteur, j'ai le récepteur, j'ai le canal de transmission. C'est ça qui relie l'émetteur au récepteur. Et puis, j'ai un signal que je veux envoyer au niveau du récepteur. Donc, quand on parle d'un canal de transmission, automatiquement, il faut penser à sa bande passante. Si sa bande passante est basse, sa bande de fréquence est basse, voilà, alors dans ce cas-là, on peut envoyer et comme le signal, message ou information est un signal basse fréquence, ça veut dire qu'on peut envoyer le signal directement. C'est une opération rare, mais il est faisable. Mais on va l'expliquer quand même. Donc si ici j'ai le signal information, il est là, et son spectre, c'est-à-dire si je prends la transformée de Fourier, j'obtiens les composantes spectrales qui composent mon signal information, il est là, ça veut dire qu'il occupe cette bande-là. Et que la bande passante du canal de transmission qui est basse, elle est là, alors il y a deux choses. Ou bien la bande spectrale du signal, elle est petite, soit elle est là, ou bien là, de manière à être contenu, c'est-à-dire il ne va pas déborder de là ou de là. Il est contenu dans le canal, normalement, à l'arrivée, au niveau du récepteur, là, le signal est très peu altéré. C'est-à-dire il n'y a pas beaucoup de dégradation du signal. Par contre, si cette bande-là se trouve
encore plus petite, c'est-à-dire cette partie-là basse du signal information déborde sur la partie gauche, ou bien la haute fréquence déborde sur la partie droite, automatiquement il va y avoir l'effet de la bande passante du canal. Donc il y aura un filtrage. Et à partir de là, du moment où le spectre du signal information est touché, donc l'information qu'on va obtenir à la sortie est dégradée. Donc ça, c'est lorsque l'information est possible de l'envoyer directement dans le canal de transmission, parce qu'il a une bande basse. Si le canal de transmission a une bande passante haute, alors là, le signal étant toujours un signal, le signal information, bien le message, il est toujours, c'est une information basse fréquence. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut décaler ce signal-là pour le mettre au centre de la bande passante du canal qui est haute fréquence. Alors, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire ce qu'on appelle la modulation, par exemple, d'amplitude. Eh bien, ça veut dire, tout simplement, j'ai le message qui est une marchandise et je vais le mettre dans un moyen de transport pour l'envoyer à destination. Alors, le moyen de transport, c'est la porteuse, il est là. L'information, le message qu'on veut envoyer, il est là. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de greffer ce signal sur la porteuse. Eh bien, comme la porteuse là, il a une amplitude constante là, il est haute fréquence, ça veut dire qu'il est situé là, au milieu de la bande passante du canal, et l'amplitude on a dit est constante, et bien il suffit que de faire changer cette amplitude constante en une amplitude variable. Elle varie comment? Et bien on va la faire varier au rythme de ce signal-là. C'est-à-dire, ben, l'amplitude, la porteuse elle est toujours là, mais c'est son amplitude qui varie au rythme de ce signal-là. Voilà, c'est-à-dire que la porteuse, il porte un signal d'information sans le savoir. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui nous intéresse? La porteuse, ce n'était qu'un moyen, c'est le train qui a transporté la marchandise. Ce n'était qu'un moyen pour transporter cette information-là. Alors comme cette information, elle est les basses fréquences, la porteuse est haute fréquence, donc il suffit de disposer de quoi? Eh bien d'un filtre passe-bas qui va enlever la haute fréquence et il va nous rester le signal, message ou bien information qu'on cherche à envoyer là. Voilà. Et je rappelle tout simplement que quand on fait l'opération de modulation, là, c'est ce que je viens de vous dire là, eh bien, j'obtiens le spectre suivant. Ça, c'est le signal, voilà. Et ici, c'est la porteuse. Et bien, quand on fait la modulation, le calcul, il nous donne quoi? Il nous donne un spectre, parce que ça nous donne F plus les fréquences du signal. Donc c'est F plus la fréquence, ça veut dire c'est cette partie. Et puis l'autre, il nous donne F moins ce signal-là. Ça veut dire cette partie-là. Maintenant, on passe à la transmission par voie hertzienne. Voilà. Donc la même chose, le même principe. J'ai ici le signal, ici la porteuse. Le signal ne peut pas être transmis par voie hertzienne. Pourquoi? Parce que sa bande passante, il s'agit de la basse fréquence. Sinon, il va falloir utiliser des antennes qui font des kilomètres de hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on a recours à la modulation. Et ça veut dire qu'on va avoir un décalage de l'information là. Et je vais avoir la porteuse plus le signal d'information. Et si le signal d'information représenté par une seule sinusite, ou bien F moins le signal information. Donc, le principe est le même, comme ce que j'avais expliqué par avant. Signal information, voilà. Porteuse, modulation, faire varier l'amplitude de la porteuse au rythme de ce signal information. Et après, on fait une démodulation pour retrouver notre signal initial. Alors, type de signaux. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans la nature comme signaux? Eh bien, un signal, comme on a dit, est porteur d'une grandeur physique variable contenant l'information à transmettre entre une source et son récepteur. Alors, il peut être de nature électrique, électromagnétique, optique, mécanique, etc.
Donc, à titre d'exemple, eh bien ici nous avons un signal, un exemple et la grandeur associée. Donc, signal acoustique, c'est par exemple les haut-parleurs. Voilà. La grandeur associée, c'est la pression, c'est une variation de pression. Alors, ça donne quoi là? Le haut-parleur, qu'est-ce qui se passe entre le haut-parleur et l'oreille? Eh bien, on a une onde sinusoïdale, c'est-à-dire une haute pression, une basse pression, haute pression, basse pression, c'est-à-dire c'est un signal acoustique sinusoïdal. Voilà. Ensuite, on a par exemple là le signal électrique. Voilà, c'est le réseau domestique. Par exemple, la tension, c'est-à-dire vous avez votre prise là, eh bien, voilà, il vous délivre ce signal-là. Qu'est-ce qu'il transporte? Il transporte de l'énergie. Il est basse fréquence, mais il porte de l'énergie. Vous avez l'électromagnétique, c'est par exemple les émissions radio. Donc, c'est quoi là? Eh bien, c'est un champ électromagnétique. Voilà. Donc, un champ, une onde électromagnétique, c'est quoi? Eh bien, voilà, c'est l'association d'un champ électrique et d'un champ électromagnétique et qui se déplace de manière sinusoïdale suivant cette direction. Et enfin, le dernier exemple, l'optique, c'est aussi le cas des ondes électromagnétiques, c'est la fibre optique. La fibre optique, c'est quoi? C'est un câble très fin en verre ou bien en plastique. Qu'est-ce qui se propage dedans? C'est un rayonnement qui se propage à l'intérieur. Mais quand on sait bien qu'un rayonnement, c'est une onde électromagnétique. Donc voilà un exemple de grandeur transmise en fibre optique. Alors, le signal, c'est quoi? Toujours, on rajoute une clarification sur le signal. Signal, c'est une composante déterministe. C'est ce qu'on appelle l'information qui nous intéresse. Plus, ça veut dire le signal, il est composé d'une composante déterministe. C'est l'information qui nous intéresse. Plus une composante aléatoire. C'est une information qui ne nous intéresse pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, quand on envoie un signal, eh bien, il contient quelque chose qui nous intéresse, une information précise, mais lors de sa propagation, ou bien lors de son déplacement d'un point à un autre, voilà, il y a des parasites qui se greffent dessus, et puis ça change la forme du signal. Donc la notion de signal nous mène la notion de bruit. Ça veut dire le signal qui ne nous intéresse pas, c'est un signal bruit qui s'est greffé sur le signal information utile. Et quand on parle de bruit, eh bien pour remédier à ça, on fait appel au traitement du signal. Alors un bruit, c'est quoi? Un bruit correspond à tout phénomène perturbateur gênant la transmission ou l'interprétation du signal. Voilà, vous avez votre signal, et puis vous avez un autre signal qui s'additionne à ce signal-là. Et donc, ça dépend de la grandeur, de la valeur, de l'amplitude de ce signal perturbateur par rapport à l'information utile. Et bien, si c'est très grand, ça va être difficile d'interpréter le signal ou bien de trouver le signal utile qui est noyé dans ce signal bruit. Pour évaluer l'importance d'un bruit par rapport au signal que le porte, on définit alors le rapport signal sur bruit qui mesure la quantité de bruit contenue dans un signal. Il s'exprime par le rapport suivant. Signal sur bruit est égal à la puissance du signal sur la puissance du bruit. Voilà. Plus la puissance du bruit est faible, plus ce rapport est grand. Et plus ce rapport est grand, ça veut dire plus la qualité de la transmission a été bonne. Donc, ou bien en termes de grandeur énergétique, donc ça fait le rapport des carrés, voilà, c'est la valeur efficace du signal utile et la valeur efficace du signal bruit. Alors comme ce rapport nous donne des fois des valeurs très grandes, au lieu pour essayer de ramener ces valeurs-là à des valeurs plus simples, qu'est-ce qu'on fait? Comme pour les axes en dB, alors on va définir le rapport signal sur bruit ou bien le rapport signal sur bruit en dB.
Donc voilà pour écraser les valeurs et avoir des valeurs raisonnables. Il est défini par 10 log RS sur B. Alors, comment va-t-on expliquer tout ça là? Eh bien, voilà, je prends le premier exemple là. Donc je considère que mon signal le signal utile, c'est le signal rouge, il est là. Et que le signal bruit, c'est le signal bleu. On peut bien voir facilement que l'amplitude du signal, voilà, l'amplitude du signal utile, elle est égale à l'amplitude du signal bruit. Ça veut dire qu'ils ont des amplitudes égales. Ça veut dire que ce rapport-là va être égal à 1. Ça veut dire c'est le 10 logarithme 1, ça fait 0. Voilà. Donc, quand on vous dit soit un signal, ou là, soit un rapport signal sur bruit égale 0 dB, ça veut dire que l'amplitude du bruit, elle est égale à l'amplitude du signal. C'est une mauvaise chose. Alors, maintenant, si on prend un rapport signal sur bruit égal à 26 dB, ça veut dire, si on vous dit que vous avez un signal, rapport signal sur bruit de 26 dB, voilà, le signal étant le rouge, le bruit étant le bleu. Donc, vous voyez, la superposition du signal bruit sur le signal bleu, sur le signal rouge, qui est le signal utile, n'affecte pas trop le signal utile. Il est toujours reconnaissable, sans problème. Ça veut dire que l'influence du bruit est négligeable. Donc, quand on vous dira, on a un rapport signal sur bruit de 26 dB, ben, sachez bien que c'est un bon signal, c'est une bonne transmission, que le bruit n'a pratiquement aucun effet. Et bien sûr, plus ce rapport augmente, voilà, positivement, plus il augmente, plus la qualité de la transmission a été excellente. Par contre, plus le rapport diminue, ça veut dire que plus l'amplitude du signal bruit devient grande par rapport au signal utile, c'est-à-dire le signal qui nous intéresse. Alors prenons un autre exemple là. Vous avez ici une sinusoïde, voilà, d'amplitude 0,5, de fréquence 50 Hz, auquel on a additionné une autre sinusoïde d'amplitude 1 et de fréquence à peu près 320 Hz. Quand on fait la somme des deux, voilà ce qu'on obtient. Et le tout, il varie. Bon, il est encadré par, et de loin par moins 2 et plus 2. C'est-à-dire, normalement, c'est 1,5 et moins 1,5 là. Voilà. Alors, quand on voit le signal comme ça là, du premier coup, on n'a pas vraiment une idée de ce que c'est son spectre. Mais, si on connaît l'équation qui donne ce signal-là, bien sûr, on connaît qu'il est composé de deux sinusoïdes, l'une qui est 50 Hz et l'autre qui est à peu près 320. Mais supposons qu'on n'a que le signal comme ça, sans équation-là, donc ce n'est que la transformée de Fourier qui peut nous informer sur son contenu spectral. Voilà, quand on prend le spectre de ce signal-là, eh bien, il nous fait ressortir, voilà, les composantes. Voilà, la première composante, c'est celle-là, et voilà la deuxième, en termes d'amplitude et en termes de fréquence. Si maintenant on prend ce signal-là, voilà, et on lui ajoute un bruit 5 fois plus fort, ça veut dire 5 fois plus fort, ça veut dire que le bruit, il va couvrir complètement le signal là, et va le couvrir complètement là. Ça veut dire le signal informatique qui nous intéresse se trouve complètement noyé, voilà, complètement noyé dans ce signal-là. Voilà, il est difficile d'imaginer qu'à l'intérieur de ce signal-là, il y a un signal composé de deux sinusoïdes. Donc, si on fait ici, en tenant compte, c'est-à-dire que on a rendu ce signal-là un signal fortement bruité. Si on calcule le rapport signal sur bruit, et comme on a dit c'est 5 fois plus fort, donc ça fait un rapport de 1 sur 5, ça fait moins 17 dB. Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, quand c'était 0 dB, les amplitudes sont égales entre bruit et signal. Moins 17 dB, ça veut dire
le bruit est plus fort, 5 fois plus fort que le signal. Il est pratiquement impossible de reconnaître ce qu'il y a dedans. On verra plus tard que pour savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on aura recours à ce qu'on appelle aux fonctions de corrélation. Alors, donc on a parlé du bruit, on a parlé du signal, on a parlé du bruit, et on a dit, eh bien, la notion de bruit, elle aussi, fait appel au traitement de signal. Alors, l'objectif fondamental de la théorie du signal, c'est quoi l'objectif de la théorie du signal? Et la description mathématique des signaux. C'est-à-dire, il nous fournit les moyens de mettre en évidence sous forme mathématique comment des principales caractéristiques d'un signal. Voilà, il nous permet de modéliser le signal, voilà, le type de fonction, en fonction de la variable temporelle, voilà la représentation. La deuxième opération, il nous permet de voir la distribution spectrale de son énergie ou la distribution statistique de son amplitude. Par exemple, ce signal-là, dans le domaine temporel, il est ce qu'il est, mais en regardant le domaine fréquence, eh bien, on a une idée sur l'importance de chaque spectre. Voilà. Et comme chaque ray, voilà, correspond à une certaine énergie, voilà, donc il nous renseigne sur sur la répartition énergétique, spectrale et énergétique des composantes spectrales qui composent le signal. Elle offre également les moyens d'analyser la nature des altérations, modifications subies par les signaux. Lors d'une transmission, eh bien, le signal, il subit des altérations, des modifications, des dégradations, etc. Lors de leur passage au travers des blocs fonctionnels, dispositifs généralement électriques ou électroniques. Par exemple, là, j'ai un signal. Voilà, ce signal rectangulaire émis. Alors, ce signal, il traverse un canal de transmission. Ici, nous avons, parce qu'un canal de transmission, il est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par une fonction de transfert. C'est ce qu'on appelle dans le domaine temporel la réponse impulsionnelle. Ça veut dire un canal de transmission est caractérisé dans le domaine temporel par la réponse impulsionnelle. C'est elle qui nous donne les caractéristiques de ce canal. Alors, à la sortie du canal, pour le moment, je ne parle pas du bruit. Rien qu'avec le signal et le canal, à la sortie du canal, le signal est distordu. Pourquoi? Parce que ce canal, il a une fonction de transfert qui régit son fonctionnement. Et comme il a une fonction de transfert, ça veut dire qu'il joue le rôle d'un filtre. Et donc, si le canal, la bande passante du canal, n'est pas beaucoup plus large que la bande passante du signal, ben je vais avoir un signal distordu. Par contre, si la bande passante du canal est beaucoup plus large que celle du signal, le signal émis sera peu affecté à la sortie. Donc, mais comme il a une bande passante, voilà, donc le signal il est affecté là. Maintenant, à cette affection, ou comment on va l'appeler, à cette dégradation subie par le signal à cause du canal de transmission, va s'ajouter un bruit. C'est-à-dire, voilà, le signal obtenu au bout. Donc, voilà, comparé par rapport à l'émission, c'est quand même assez différent. Donc, voilà le signal à la sortie, il a subi la distorsion du canal de transmission et l'ajout d'un signal parasite, d'un bruit. Comment retrouver le signal initial? Et bien, la première opération, on peut utiliser, puisque les variations là, elles sont très rapides, qui se superposent au signal là, ce sont des variations rapides, c'est-à-dire haute fréquence. Donc, il suffit que je dispose d'un filtre passe-bas pour pouvoir retrouver cette partie-là. Donc, j'aurais enlevé le bruit. Mais comment retrouver, à partir de la retrouver mon signal initial, là, c'est une opération très compliquée. Il s'agit de ce qu'on appelle la déconvolution. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, le traitement du signal, voilà, c'est l'outil qui va nous permettre de faire tout ce que je viens de dire.
Le traitement du signal, c'est la réalisation d'opérations sur le signal. Élaboration ou interprétation des signaux porteurs d'informations. Il fournit un ensemble de concepts permettant d'évaluer les performances des systèmes de transfert d'informations, en particulier lorsque le signal porteur de message est bruité. Alors, application du traitement du signal, élaboration des signaux, synthèse de paroles, musique, modulation, etc. Voilà, par exemple, je dispose d'un signal, c'est ce qu'on avait par avant, un signal basse fréquence, ou bien ce qu'on appelle le signal d'information, une onde haute fréquence, c'est ce qu'on appelle l'onde porteuse. Et bien, en faisant le produit des deux, voilà, j'obtiens là une onde modulée. Voilà, ça veut dire j'aurais fabriqué un autre signal qui a cette forme-là. Et bien, cette onde modulée, son amplitude varie au rythme du signal d'information. Voilà le signal d'information, on le trouve là. Alors, élaboration des signaux, synthèse de paroles, etc. Donc, puis voilà, par exemple là, ici, synthèse, opération de filtrage, opération de, voilà, un signal bruité, fortement bruité. Voilà le signal émis, voilà le signal obtenu à la réception, c'est ce qu'on a vu par avant. Interprétation des signaux, filtrage, extraction, détection d'informations, identification, analyse spectralo-temporelle. Par exemple, là, vous avez ce signal-là, il contient un signal utile, on ne peut pas le savoir, mais quand on va faire appliquer les fonctions de corrélation à ce signal-là, on va ressortir, on va dégager le signal utile qui est noyé dans ce signal-là. La même chose là, si on fait passer ce signal-là dans un filtre passe-bas, on va enlever le bruit. Et si on fait une opération de déconvolution, on va obtenir le signal initial. Mixage, utilisation de plusieurs signaux audio la plupart du temps. Voilà par exemple, je reviens toujours au filtrage là. Voilà par exemple un signal variable là. Il n'est pas centré, il varie autour d'une composante continue là. Si on lui fait subir un filtrage, passe-bas par exemple, eh bien la composante basse fréquence, passe-haut, pardon, on va lui faire subir un filtrage passe-haut, et bien cette composante continue, c'est une composante basse fréquence, de fréquence nulle. Et bien elle va sauter. Et qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement les variations du signal autour de la valeur 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le mixage. Par exemple, j'ai cette première sinusoïde, on ajoute une deuxième sinusoïde, une troisième, une quatrième, bien sûr des sinusoïdes de valeurs différentes. Et bien quand on fait l'addition de toutes ces sinusoïdes-là, on va obtenir un signal comme ça là. Donc au premier vue, quand on regarde ce signal-là, il n'est pas facile de dire que oui, ce signal-là, il est composé de telle fréquence, telle fréquence, telle fréquence, etc. Donc le résultat, il est là. Et pour savoir sa composition, sa bande spectrale, il suffit de prendre la transformée de Fourier et il va nous donner les composantes de cette sinusoïde. Voilà, celle-là, celle-là et celle-là. C'est-à-dire on va avoir 4 composantes. Alors, maintenant on va passer à une autre partie qui consiste à classifier, faire une classification des signaux. Alors les signaux peuvent se présenter selon différentes catégories, selon leur dimension, leur évolution, leur énergie, leur morphologie, etc. Pour faciliter l'étude des signaux, différents modes de classification peuvent être envisagés. D'une manière générale, l'analyse des signaux mène à la classification suivante. On peut trouver d'autres, ça c'est le plus important, l'essentiel des classifications. Vous pouvez trouver une autre classification. Alors, classification dimensionnelle, phénoménologique, morphologique, énergétique, spectrale. Alors, classification dimensionnelle, ça veut dire quoi? Signal, par exemple, monodimensionnel, c'est un signal. Quelle est la dimension de signal? Signal scalaire, à une dimension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, c'est ce qu'on voit tous les jours, fonction d'une seule variable, qui n'est pas forcément le temps.
Alors, à titre d'exemple, par exemple, l'évolution de la température. Donc, voilà la fonction et voilà la variable. C'est une seule dimension. Évolution de la température, par exemple, dans la journée. Voilà, par exemple, là. Ou bien dans la semaine. C'est une fonction t de t. La température, fonction du temps. Un signal vectoriel. Ça veut dire deux dimensions. Signal à deux dimensions. Et bien, à titre d'exemple, une image XY. Voilà une image là. Donc, par exemple, vous avez XY. Et suivant le couple XY, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, etc. sur l'image. Et un signal tridimensionnel 3D, par exemple, c'est l'image plus, c'est-à-dire XY, plus le temps. Quand vous êtes là, vous avez une image là, et vous vous mettez en ce point-là, caractérisé par X et par Y. Et bien, comme le temps varie, et bien, maintenant, j'ai cette image-là, une seconde plus tard, je risque d'avoir une autre image. Donc, ça évolue. Ça veut dire que j'ai une troisième dimension. Ou bien, voilà un autre exemple, là, j'ai une structure, voilà, et je cherche à mesurer la température. Donc, j'ai X, j'ai Y, et j'ai, voilà, la température. Quand je me mets en un point là, de coordonnées X et Y, eh bien, je n'ai qu'à lire la température correspondante. Voilà, soit suivant Y, soit suivant X, soit suivant, voilà, X ou Y, et la troisième dimension, c'est le temps. Voilà, à t égale à 5 secondes, si je me mets en ce point-là, t égale 5 secondes, j'ai telle température, et puis à t égale à 10 secondes, eh bien, c'est toujours au même point, je peux avoir t égale à une température différente, etc. Suivant qu'il y a refroidissement ou bien échauffement, etc. Alors, classification phénoménologique. On met ainsi en évidence le type d'évolution du signal. Il peut être à caractère prédéterminé ou il a un comportement non prévisible. Alors, signaux physiques. Donc, on va faire un petit peu sur le tour des types de signaux physiques. Donc, vous avez deux grandes classes. Vous avez les signaux déterministes ou certains. Les signaux qu'on connaît, qui sont régis par des équations précises. Et puis, vous avez les signaux aléatoires. Ça veut dire, c'est le hasard qui intervient dans leur élaboration. Ou bien on l'appelle signaux aléatoires, ou bien probabilistes, ou bien stochatiques. Alors, dans le cas des signaux déterministes, et c'est ça la partie qui nous intéresse, bien sûr, nous avons les signaux périodiques et les signaux non périodiques. Dans les signaux périodiques, on a par exemple les signaux sinusoïdaux, bien connus, voilà. Et vous avez les signaux périodiques complexes, c'est-à-dire ils sont périodiques, mais de forme quelconque. Ce motif-là, il est quelconque qui se répète avec le temps. Maintenant, je reviens aux signaux non périodiques. Il y a ce qu'on appelle les signaux pseudo-périodiques. Pseudo-périodiques. Ça veut dire, ils ont une certaine période, mais l'amplitude n'est pas constante. Elle croît avec le temps. Mais en même temps, ce signal, il peut servir de signaux transitoires, puisque, voilà, avec le temps, la sinusoïde s'évanouit, voilà, les oscillations s'évanouissent pour tendre vers zéro. Donc en même temps, il est pseudo-périodique et en même temps, il est représentatif aussi d'un signal transitoire. Maintenant, revenons aux signaux aléatoires. Il y a ce qu'on appelle les signaux stationnaires et les signaux non stationnaires. Les signaux stationnaires, alors ce sont les signaux stationnaires, ce sont des signaux, cette partie c'est pas ça qui nous intéresse, mais rapidement on va dire les signaux stationnaires, ce sont les signaux dont les caractéristiques statistiques sont indépendantes du temps, la valeur moyenne, etc. Donc entre aujourd'hui et demain vous allez trouver pratiquement la même chose. Les signaux non stationnaires, non, les caractéristiques statistiques changent avec le temps. Ici vous avez les signaux ergodiques. Pour les signaux stationnaires, vous avez les signaux ergodiques et non ergodiques. Les signaux ergodiques, eh bien, ce sont des signaux dont, pour dire de manière simple, dont la moyenne statistique est égale à la moyenne temporelle. Là, ce n'est pas le cas pour les signaux non ergodiques. Voilà par exemple un exemple de signal statistique. Voilà.
et stationnaire, un signal non stationnaire. Voilà, quand vous calculez les caractéristiques, les paramètres statistiques, ici ou ici, ne sont pas les mêmes. Alors, classification morphologique. On distingue les signaux à évolution temporelle continue et des signaux à évolution temporelle discrète, ainsi que ceux dont l'amplitude est continue ou discrète. Donc, ce tableau-là résume un peu la situation. Vous avez l'amplitude et le temps. Vous avez le caractère continu et discret. Et là, continu, discret, relatif au temps, et là, relatif à l'amplitude. Alors ici, le premier signal, c'est un signal analogique. Donc, l'amplitude est continue, le temps est continu. Alors, quand on va dans ce sens-là, ça veut dire que le temps est continu. Le temps est continu. Voilà. Le temps est continu. Mais c'est l'amplitude qui est discrète. Donc voilà, il marche par palier. Par contre, si je vais dans ce sens-là, ça veut dire c'est l'amplitude, mais je passe du continu au discret. Donc voilà ma courbe, voilà, mais je ne prends que des valeurs à intervalle de temps déterminé, le même intervalle de temps. Donc j'ai une valeur et un delta t plus tard, une deuxième valeur, etc. Donc c'est le temps qui est discret. Maintenant, si vous faites les deux, là et là, ça nous donne une quantification de point de vue amplitude et de point de vue temps. Donc nous obtenons le schéma suivant. Donc je rappelle là, le signal à amplitude est temps continu, signal analogique. Le signal à amplitude discrète et temps continu, appelé signal quantifié. Signal à amplitude continue et temps discret, appelé signal échantillonné, c'est-à-dire là. Signal à amplitude discrète et temps discret, appelé signal numérique, là. Donc, pour terminer avec ça, donc ici, on a le signal numérique, mais pour faire le complet, et bien ces amplitudes-là, voilà, celle-là, et celle-là, etc., ils sont, voilà, par exemple, je prends une portion de ce signal-là, donc cette amplitude, puis celle-là, elles sont converties à des valeurs numériques. Donc, vous avez ici l'amplitude 0, ici c'est la valeur 1, donc par une représentation 3 bits, je vais avoir 0, 0, 1, ici c'est 0, 1, 0, etc. Par exemple là, c'est le maximum, c'est 7, etc. Voilà. Quand on parle de numérisation, généralement, elle est faite par un convertisseur analogique numérique. En abrégé, on appelle ça CAN, convertisseur analogique numérique. L'opération inverse, c'est convertisseur numérique analogique, c'est-à-dire vous faites le retour dans ce sens-là. Alors, classification énergétique. Eh bien, avant de parler en termes d'énergie, on va introduire deux notions importantes. Il y a la valeur moyenne. C'est quoi la valeur moyenne? Eh bien, un signal non périodique, sa valeur moyenne, elle est définie par l'équation suivante. Ça veut dire on prend la moyenne du signal sur une période la plus grande possible, sur une grande partie du signal, le plus grand possible, c'est-à-dire tout simplement tendant vers l'infini. Ça, c'est la valeur moyenne. Si il s'agit d'un signal périodique, eh bien, il suffit de faire la même chose, mais sur une période. C'est-à-dire, c'est 1 sur t0, la période considérée, et puis l'intégrale sur une période de s de t dt. Maintenant, on va faire la même chose pour la valeur efficace. C'est quoi la valeur efficace? Eh bien, la valeur efficace au carré, c'est la moyenne du signal au carré. Voilà, la valeur efficace au carré est égale à, ça c'est une moyenne, 1 sur t intégrale, c'est la valeur moyenne du signal au carré. Pardon, voilà, du signal au carré. Signal périodique de période t, et bien la même chose, voilà, ici on prend le 1 sur t avec t le plus grand possible, t tend vers l'infini, et là, quand il s'agit sur une période, et bien on fait le calcul aisément sur une période. Alors, pour illustrer, c'est quoi la valeur moyenne? Si j'ai par exemple cette courbe qui varie de cette manière-là, voilà.
Là, il a la valeur 1, là, il est nul, là, il a la valeur 1, et puis c'est des valeurs intermédiaires. La valeur moyenne, c'est comme si vous essayez de prendre cette surface et vous allez la répartir, cette même surface, cette valeur de la surface calculée, vous allez la répartir sur cette distance entre là et là, de manière continue, et bien, il va vous donner ça. Alors, le résultat obtenu, c'est ça la valeur moyenne. La même chose pour cette courbe-là, voilà. Quelle est la valeur constante qui est égale à la surface en dessous de cette courbe-là? Eh bien, on va trouver cette valeur-là. Si je prends maintenant une sinusoïde, eh bien, la valeur moyenne, c'est quoi? C'est nul. Donc, parler de la valeur moyenne d'une sinusoïde sans là, à vrai dire, ça n'a pas de sens. Parce que bon, il est égal à 0. Mais ça ne traduit pas l'énergie, ou ça ne donne pas une idée sur l'énergie du signal. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous avez la valeur maximale, on introduit la valeur efficace. Voilà. C'est quoi la valeur efficace? Ça veut dire d'abord, on multiplie le signal au carré, donc ce signal au carré va nous donner cette partie au carré. Celle-là au carré, eh ben, elle va revenir, elle va devenir positive là. Donc je me trouve avec une partie comme ça, une autre comme ça, et on cherche leur valeur moyenne. Par exemple, voilà, une tension de 320 volts pour alimenter les moteurs, etc. Eh bien, il a une valeur efficace de 230. Voilà. Alors maintenant, on introduit l'énergie. Soit un système donné qui évolue en fonction du temps. Eh bien, quelle est son énergie totale? Eh l'énergie totale, c'est l'intégrale depuis son existence antérieure jusqu'à son existence plus tard. C'est-à-dire tout simplement de moins l'infini à plus l'infini du carré de la grandeur en question. Quelle est la puissance moyenne totale? Ben, par définition de la puissance, c'est les limites, lorsque t, on prend le signal sur une grande partie du temps, tellement grande, t tend vers l'infini, et on calcule 1 sur t intégrale de ce terme-là. Ça pour une fonction quelconque non périodique. S'il s'agit maintenant d'une fonction périodique, eh bien, il suffit de faire le même travail, mais considérer tout simplement le travail sur une période. Et on dira, voilà la puissance de signal sur une période, donc 1 sur t, de 0 jusqu'à t, etc. Alors, quel que soit le signal, on peut distinguer deux catégories. Les signaux satisfaisant à une condition d'énergie finie, de ceux présentant une puissance moyenne finie et une énergie finie. Ça veut dire quoi? Alors, on fait la distinction suivante. Les signaux à énergie finie ou à puissance moyenne nulle. Ça veut dire à énergie finie. Ça veut dire que ce sont des signaux bornés, des signaux physiques, réels. Alors, ES égale à l'expression de l'énergie. Voilà. Par exemple, S de t, voilà, il est borné, voilà, leur énergie est finie. Donc, cette expression est inférieure à l'infini. Signaux de type transitoire, déterministe ou aléatoire, impulsion, carré, gaussienne, etc. Les signaux à puissance moyenne finie non nulle. Énergie infinie. Par exemple, là, vous prenez une sinusoïde, et bien dans le temps, il est infini, puisqu'il va exister depuis moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Mais, le calcul, dans ce cas-là, de la puissance, voilà, c'est limite 1 sur t tend vers l'infini. L'énergie, il est infini, mais la puissance moyenne est finie. Voilà. Ça veut dire tout simplement, eh bien, on va calculer sur une période. Et on va obtenir une puissance finie. Les signaux à puissance moyenne infinie. Ça veut dire déjà la puissance moyenne infinie, donc ça veut dire énergie infinie. Voilà, c'est défini par cette expression-là. Par exemple, qu'est-ce que je peux avoir comme signal dans l'énergie infinie? Bien, vous avez par exemple la rampe qui évolue entre 0 et il tombe vers l'infini. Vous avez le signal exponentiel, etc. Donc leur énergie est déjà finie, et déjà leur puissance est déjà, leur énergie est infinie et leur puissance est infinie.
Alors, la dernière classification, il s'agit de la classification spectrale. Un signal peut être classé suivant la distribution de son amplitude, sa puissance ou son énergie en fonction de la fréquence. Spectre du signal, le domaine des fréquences occupées par son spectre est aussi appelé largeur de bande. Donc si j'ai un signal donné, il a une certaine bande de fréquence, et bien il a une largeur de bande delta F, elle est définie par fréquence de coupure haute moins fréquence de coupure basse. Par exemple, voilà, ce signal-là, et bien on définit les deux fréquences de coupure limites, basse et haute. Voilà, et donc là, la bande de fréquence, la largeur de la bande de fréquence, elle est définie par cette bande de fréquence. L'analyse spectrale du signal ou la répartition énergétique en fonction de la fréquence conduit à la classification suivante. Alors on peut parler de signaux basse fréquence. Ça veut dire donc la bande de fréquence, il est situé en basse fréquence. Signaux de haute fréquence, ça veut dire que la bande passante de ces signaux, elle est située en haute fréquence. Signaux à bande étroite. Alors, voilà, c'est un signal qui a, peu importe en basse ou en haute fréquence, mais c'est une bande étroite, c'est-à-dire ce delta F est très petit. Et puis signaux à large bande, ça veut dire c'est des signaux dont le delta F est assez grand. Voilà, sur ce se termine cette première partie sur le signal. On reverra les deuxième, troisième et quatrième parties. Alors merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Merci.